Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours la lecture de Luigi Pirandello. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, ou plutôt à m'en souvenir. Donc c'est Luigi Pirandello. Donc on poursuit donc toujours la lecture de son roman donc Un personne et 100 000. Nous nous en étions arrêtés au chapitre Comment était pour moi donc Marco Didio et sa femme Diamante. Tiré donc du livre 4. Donc c'est sans plus attendre que je poursuis la lecture. En attendant, je vous invite à vous installer confortablement sur votre canapé, à nous faire part de vos commentaires ou tout simplement coucou via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Le satyre logé dans ce pauvre Marco Didio ne s'échappa, tout compte fait, qu'une seule fois, induit en tentation par le groupe de l'artiste. Cette erreur d'un instant pesa sur lui toute sa vie. Personne ne fit plus aucun cas de lui. Une fois sorti de prison, il se mit à échafauder les cimetières les plus extravagants, pour se tirer de l'ignominieuse misère dans laquelle il se débattait avec une femme qui, un beau jour, était venue à lui. Nul ne savait d'où ni comment. Depuis une dizaine d'années, il annonçait son départ pour l'Angleterre, la semaine prochaine. Mais se rendait-il seulement compte de la fuite de ces 10 années? Elle ne s'était écoulée que pour ceux qui l'entendaient parler de son projet. Lui partait toujours pour l'Angleterre la semaine prochaine. Il étudiait l'anglais, ou du moins portait sous le bras depuis des années une grammaire anglaise ouverte et repliée toujours au même endroit. La pression du bras et la sueur de la jaquette avaient fini par rendre illisibles les 2 pages ouvertes, alors que les 2 suivantes étaient restées incroyablement propres. Mais il connaissait par cœur toute la partie maculée. De temps en temps, tout en marchant dans la rue, les sourcils froncés, il posait une brusque question à sa femme, comme pour mettre à l'épreuve sa vivacité et sa maturité d'esprit. « Is Jane a happy child ?» Prompte et sérieuse, elle répondait « Yes, Jane is a happy child. » Car elle aussi devait l'accompagner en Angleterre la semaine prochaine. L'attraction qu'il exerçait sur cette femme était à la fois lamentable et déconcertante. Comme à une chienne fidèle, il lui avait fait une place dans son rêve grotesque de devenir millionnaire du jour au lendemain grâce à l'invention, par exemple, de lieux d'aisance inodores pour pays dépourvus d'eau dans les maisons. Vous riez. Ce sont précisément les railleries qui leur donnaient cette expression farouche, parfois effrayante à mesure que pleuvaient plus de rue les colibés. Ils en étaient arrivés au point que si d'aventure quelqu'un s'arrêtait pour les écouter, loin de lui un savoir gré, il lui lançait des regards torves, chargés non seulement de soupçons mais de haine, car désormais la raillerie des autres constituait le seul air respirable pour leurs songes. La moquerie cessant, ils risquaient de suffoquer. Je m'explique donc que mon père eût été leur pire ennemi. En effet, ce n'était pas seulement à mon égard que mon père m'offrait ce luxe de bonté dont j'ai parlé plus haut. Il aimait aussi à encourager avec une inlassable munificence, et tout en souriant de son sourire particulier, les folles illusions de quelques-uns qui, comme Marco Didio, venaient se lamenter de n'avoir pas de quoi réaliser leurs projets, leurs rêves, la richesse. « Combien ?» demandait mon père. « Oh, très peu !» Car il leur fallait toujours très peu pour devenir riches. Millionnaire. Et mon père donnait. Mais comment? Vous disiez qu'il vous fallait si peu. En effet, j'avais mal calculé, mais à présent, vraiment. Alors combien? Oh, très peu. Et mon père donnait. Mais à un certain moment, il s'arrêtait. Et eux, alors, comme cela se conçoit aisément, ne lui savaient aucun gré de ce qu'ils n'avaient pas voulu se payer jusqu'à la fin le spectacle de leur déception totale. Pas plus qu'il ne lui était reconnaissant de pouvoir à présent, sans remords, le rendre responsable de la faillite de leurs illusions. Et il se vengeait en s'acharnant plus que personne à traiter mon père d'usurier. À la mort de mon père, Marco Didio, le plus déchaîné de tous, avait reporté sur moi, non sans raison, sa haine féroce.
Je dis non sans raison, car moi aussi, presque à mon insu, je continuais à l'obliger. Je le logeai dans un taudis qui m'appartenait et dont ni Fierbo ni Quantorzo ne lui avaient jamais réclamé le loyer. Et voilà que ce taudis précisément servit de prétexte à ma première expérience. Chapitre 2, qui s'intitule « Mais elle fut concluante ». Concluante, car à peine la volonté de me montrer différent d'un des 100 000 que j'incarnais se fut telle, comme par jeu, manifestée en moi, qu'aussitôt toutes mes autres réalités s'altérèrent de 100 000 façons diverses. Si vous y réfléchissiez bien, ce jeu devait fatalement me conduire à la folie, ou pour mieux dire à cette chose horrible, la conscience de la folie, fraîche et claire, comme un matin d'avril, lumineuse et précise comme un miroir. Car tout en m'acheminant vers cette première expérience, je m'apprêtais à projeter d'un geste gracieux ma volonté hors de moi, comme un mouchoir que j'ôterais de ma poche. Je méditais un acte qui émana non pas de moi, mais de cette ombre de moi qui était ma réalité dans l'esprit d'un autre, tellement concrète et vraie que j'aurais pu lui tirer un coup de chapeau. Si une maudite nécessité ne m'obligeait à la rencontrer et à saluer la suivante, non précisément en mon moi véritable, mais logée dans mon propre corps. Ce corps qui, n'étant personne en soi, pouvait être mien et était mien en tant qu'il me représentait à moi-même, mais qui pouvait aussi bien appartenir à cette ombre, à ces 100 000 ombres qui me représentaient de 100 000 manières différentes aux yeux de 100 000 individus. En effet, n'était-ce pas un tour pendable que j'allais jouer à monsieur Vitangelo Moscarda? Eh oui, un tour pendable. Excusez tous mes clignements d'yeux, mais j'éprouve le besoin de clignoter ainsi des paupières, car ignorant comment je vous apparais en ce moment, je m'applique par ces clignements à le deviner. Je m'apprêtais donc à lui faire commettre un acte contraire à sa nature et incohérent. Un acte qui, détruisant du coup la logique de sa réalité, l'anéantirait aux yeux de Marco Didio comme de beaucoup d'autres. Je ne me doutais pas, infortuné, qu'un pareil acte n'aurait pas les conséquences que j'imaginais. Me présenter à tous en demandant « Vous comprenez, à présent, que je suis nullement cet usurier, que voulez-vous voir en moi ?» Mais au contraire, qu'il aboutira à ceci. « Oh, vous savez, l'usurier Moscarda est devenu fou !» Parce que l'usurier Moscarda pouvait bien devenir fou, mais ne pouvait être détruire ainsi et d'un seul coup par un acte incohérent et opposé à sa nature. L'usurier Moscarda n'était pas une ombre qu'on pouvait plaisanter et tourner en ridicule, mais un monsieur qu'il fallait témoigner des égards. Taille, 1,68 m, roux comme son père, le fondateur de la banque, avec des sourcils en accent circonflexe. Parfaitement. Et le nez de travers, comme le Jean stupide et chéri de ma femme Dida. En somme, un monsieur qui, en perdant la raison, risqua d'entraîner avec lui à l'asile des fous tous les différents Moscarda que j'étais pour autrui et... Oh, mon Dieu, oui, jusqu'à ce pauvre Jean-Gé inoffensif de ma femme Dida, et même, ne vous en déplaise, de faire interner le moi léger et souriant qui avait voulu badiner. Ainsi que vous le verrez, je risquais, cette première fois, ou plutôt nous risquions tous, l'asile de fous. Et cela ne suffit pas. Il nous fallait encore risquer la vie avant de me ressaisir et de trouver à la fin, personne et 100 000, le chemin du salut. Mais n'anticipons pas. Chapitre 3. Acte notarié. Je me rendis d'abord à l'étude du notaire Stampa via Del Croce et Fisso, numéro 24, car voici au moins des données de faits précises, en ce jour de l'an, sous le règne de Victor Emmanuel III, roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté nationale, l'étude de monsieur le notaire Stampa, Cave Elpidio, était sise au numéro 24 de la rue del Crocefisso. Vous dites, elle y est toujours? Au numéro 24? Mais vous connaissez tous le notaire Stampa? Oh, en ce cas, pas d'erreur possible. C'est bien de ce notaire Stampa, connu de nous tous, qu'il s'agit. Sommes-nous d'accord? En franchissant le seuil de l'étude, j'étais dans un état d'esprit inimaginable.
Et comment l'imagineriez-vous? Puisque le fait d'entrer dans l'étude d'un notaire pour rédiger un acte quelconque continue à vous paraître très naturel, et puisque vous affirmez tous que vous connaissez le notaire Stampa, j'y allais donc, ce jour-là, pour me livrer à ma première expérience. Voulez-vous, oui ou non, que nous la tentions ensemble une bonne fois? Il s'agit de percer à jour l'effroyable bouffonnerie que recouvre le vernis des relations quotidiennes, naturelles et sereines, mais qui vous semblent les plus ordinaires et normales, et ce paisible aspect des choses que l'on nomme leur réalité, cette bouffonnerie qui vous fait crier avec irritation toutes les 5 minutes et l'ami qui est à vos côtés. « Mais pardon? Mais comment ne vois-tu pas cela? Tu es donc aveugle ?» Il ne voit pas cette chose, parce qu'il en voit une autre. Alors que vous croyez qu'elle lui apparaît telle qu'à vous, et sous le même angle, il la voit au contraire selon sa vision personnelle, et pour lui, l'aveugle, c'est vous. Cette bouffonnerie, dis-je, je l'avais déjà, moi, percée à jour. À présent, j'entrais dans l'étude, accablée de 1000 réflexions et considérations longuement mûries. Il me semblait qu'elles bouillonnaient tumultueusement en moi, et je m'efforçais cependant de conserver une fermeté lucide, un maintien glacial, presque rigide. Mais vous imaginez mon envie de rire devant monsieur le notaire Stampa, confit en gravité, le malheureux, à 1000 lieues de soupçonner que je pouvais ne pas être tel que je lui apparaissais, et ne doutant pas qu'il était conforme à l'image que lui renvoyait tous les jours sa glace lorsqu'il nouait sa cravate noire entourée de ses objets familiers. Comprenez-vous maintenant? J'avais envie de lui faire des signes en clignant de l'œil, des signes à lui aussi, pour lui donner à entendre, par perversité, « Gare à ce qu'il y a dessous !» J'avais également envie de lui tirer tout à coup la langue, de contracter mon nez en une brusque grimace pour modifier par jeu et sans malice aucune l'idée qu'il se faisait de moi. Mais soyons sérieux. Du sérieux, allons, du sérieux. J'avais une expérience à tenter. Donc, monsieur le notaire, me voici. Mais pardon, vivez-vous toujours plongé dans ce silence? Il se retourna brusquement et, me toisant, il dit « Ce silence? Où donc ?» En effet, à ce moment, la rue del Crocifisso retentissait d'un vacarme continuel de voitures et de passants. « Oh, certes, pas dans la rue, mais tous ces papiers, monsieur, derrière les vitres poussiéreuses de ces rayons. Vous n'entendez pas ?» Moitié troublé, moitié ébahi, il se remit à me dévisager, puis tendit l'oreille. « J'entends quoi? Mais ce grattement! Ah, ce sont les pattes, pardon, les pattes de votre serin, pardon, pardon. Elles ont des griffes, ces pattes, et quand elles grattent le zinc de la cage... » Mais, en effet, oui, mais que voulez-vous dire? Oh, rien. Ce zinc ne vous donne-t-il pas sur les nerfs, monsieur le notaire? Le zinc? Mais qui donc y fait attention? Je ne le remarque pas. Et pourtant, le zinc d'une cage, sous les mignonnes pattes d'acérin dans l'étude d'un notaire, parions que ce serin ne chante pas. Ah non, monsieur, il ne chante pas. Monsieur le notaire commença à m'examiner de telle façon que je jugeais prudent de ne plus m'occuper du serin afin de ne pas compromettre le succès de mon expérience. Il fallait, au début surtout, n'inspirer à l'homme de loi aucun doute sur mes facultés mentales. Je lui demandai s'il connaissait certaines maisons, sises à tel numéro de telle rue, appartenant à certain monsieur Moscarda Vitangelo, fils de feu Francesco Antonio Moscarda. « Mais n'est-ce pas vous-même ?»« Oui, en effet, ce serait moi. » Que c'était beau, mon Dieu! Dans cette étude de notaire, parmi ces paperasses jaunies sur les rayons poussiéreux des vieilles étagères, parler ainsi de certaines maisons appartenant à certains Moscarda Vitangelo, comme si on était à des siècles de distance. D'autant plus que je me trouvais là, moi, dans cette étude, présent et agissant, mais qui sait où et sous quelle apparence le notaire voyait son étude? Combien l'odeur qui s'en exhalait pour lui différait de celle que j'humais? Et qui sait où se trouvait et quel aspect prenait dans l'univers de monsieur le notaire cette maison dont je lui parlais d'une voix lointaine?
Et moi dans son univers de notaire, qui sait combien je semblais bizarre. Ah, le plaisir de l'histoire. Rien de plus reposant que l'histoire. Dans la vie, tout se transforme sans cesse sous nos yeux. Nulle certitude. Et cette anxiété incessante de savoir comment se dérouleront les événements se stabiliseront les faits qui vous causent tant d'angoisse et de troubles. Dans l'histoire, au contraire, tout est établi, déterminé. Si douloureuses qu'a été les péripéties et si tristes les événements, les voici classés. Tout au moins, fixés entre les 30 ou 40 feuillets d'un livre. Les voici tels quels. Jamais plus de changement, à moins qu'un critique malveillant ne prenne un malin plaisir à faire sauter cet échafaudage idéal où les divers éléments s'enchaînaient si bien qu'on pouvait admirer en toute quiétude comment chaque effet découlait docilement de sa cause avec une logique parfaite et comment chaque événement se déroulait, précis et cohérent dans ses moindres détails, avec Monseigneur le duc de Nevers, qui en tel jour de telle année, etc., etc. Pour ne pas gâter les choses, il me fallut revenir à la réalité hésitante, éphémère et chagrine de monsieur le notaire de Stampard. Je dis avec empressement, « Moi, en effet, ce doit être moi, monsieur le notaire. Et vous admettez sans difficulté, n'est-ce pas, que la maison m'appartient ainsi que tout l'héritage du feu Francesco Antonio Moscarda, mon père. Bon, parfaitement. Et que cette maison n'est pas louée en ce moment, monsieur le notaire. Oh, toute petite, vous savez. Il doit y avoir 5 ou 6 chambres avec 2 attenances. C'est bien ainsi qu'on dit. Bon, les attenances, donc. Elle n'est pas louée, monsieur le notaire. Je peux en disposer à mon gré. Alors à présent, vous... Je me penchai et à voix basse, avec beaucoup de gravité, je lui confiai la nature de l'acte que je lui demandais de dresser et que je ne puis révéler maintenant parce que, je lui dis, « Ceci devra rester entre nous, monsieur le notaire, sous le sceau du secret professionnel aussi longtemps que je le jugerai nécessaire. C'est entendu ?» Entendu. Mais le notaire m'avertit que pour rédiger cet acte, il aurait besoin de certaines données et de documents qu'il me faudrait aller chercher à la banque auprès de Quantorso. J'en fus contrariée. Toutefois, je me levai, et pendant que je me dirigeais vers la porte, j'étais travaillée par la maudite envie de demander au notaire. « Comment est-ce que je marche ? Excusez-moi, pouvez-vous me dire tout au moins comment vous vous voyez marcher ?» Je me contins avec peine, mais je ne pus m'empêcher de me retourner en ouvrant la porte vitrée et de lui dire avec un sourire de compassion. « Eh bien, de mon pas, je vous remercie. »« Comment ?» demanda le notaire abasourdi. « Oh, rien. Je dis que je m'en vais de mon pas, monsieur le notaire. Mais savez-vous que j'ai vu une fois rire un cheval ? » « Oui, monsieur, pendant qu'il marchait. À présent, vous irez regarder le museau d'un cheval pour le voir rire et vous viendrez ensuite me dire que vous ne l'avez pas vu rire. Mais il s'agit bien de museau. Les chevaux ne rient pas du museau. Savez-vous comment il rit, monsieur le notaire ? Avec la croupe. Je vous assure que le cheval en marche rit parfois avec sa croupe. Mais oui, à cause de certaines choses qu'il voit ou qui lui passent par la tête. Si vous désirez voir rire un cheval, observez sa croupe, monsieur le notaire. Bonsoir. Je me rends compte de l'inconvenance de ce langage. Je me rends compte de tout. Mais je me reporte à l'état d'esprit où je me trouvais à cette époque. Les yeux des gens rivés sur moi m'infligeaient un sentiment d'insupportable tyrannie. Je pensais que mon image, réfléchie par leurs prunelles, n'avait certainement rien de commun avec celle que je me connaissais. C'était une effigie différente que je ne pouvais ni connaître ni empêcher de se former. Et bien plus que de dire des folies, j'avais envie d'en commettre, comme de me rouler dans les rues ou de les traverser en dansant, clignant de l'œil par-ci, tirant la langue et faisant des grimaces par-là. Et au lieu de cela, je m'en allais, gravement, bien gravement par les rues. Et vous aussi, en vérité, c'est admirable. Vous allez tous du même air grave.
Et c'est ainsi que s'achève donc cette lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Et moi je vous dis à tout de suite pour toujours continuer la suite sur C8 dans Voyage au bout de la nuit.